Nous allons aborder le point suivant qui est quels sont les freins. Alors on l'a déjà un peu abordé, mais c'est très intéressant de l'avoir fait avec la salle. Quels sont les freins au développement de la réhabilitation des maisons individuelles? J'appelle Laurent Boiteux qui est chef de projet et formateur à Bourgogne Bâtiment Durable. Bruno Georges qui va plus rien avoir à dire parce qu'on a tout dit quasiment sur la maîtrise d'œuvre. Bon, ça va, il y a encore deux, trois choses à rajouter, qui dirige le bureau d'études techniques ITF. Bérénice Le Fur, qu'on a entendu, consultante et gérante de Batitrend, études et communication pour l'approche justement du particulier, comment passer à l'acte. Et puis Didier Gagné, directeur de l'ADIL, mais surtout directeur de l'Espace Info Énergie de Lyon. Merci de bien vouloir vous installer. On va commencer d'ailleurs avec vous, Laurent Boiteux, au titre de Bourgogne Bâtiment Durable. Les émissions sur le bâtiment, enfin sur les intérieurs sont très à la mode, sur la façon de redesigner son intérieur, même de le modifier dans sa répartition de pièces. On voit qu'il a redécoré sa maison est vraiment à la mode. Il y a des fortes audiences sur certaines chaînes de télévision sur les sujets. Par contre, pour aller sur la rénovation énergétique, on le voit, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a parlé de rénovation d'ailleurs ou de réhabilitation, Laurent Boiteux? Un conseil, ne me lancez pas là-dessus, parce qu'on est parti pour 2 heures. Trop tard. Un conseil d'animation. Mais oui, je vais pas répondre à cette question. Je vais me permettre de pas répondre. J'ai 20 minutes BBC, donc j'ai 10 minutes d'intervention. Hein, on le divise par 2. Il faut au moins ça, oui. Donc vous avez 10 minutes vraiment maximum, hein, plutôt entre 5 et 10 minutes. Donc je vais prendre le temps de répondre, peut-être quand même. À ça. Donc mon but il est d'intervenir aujourd'hui sur la notion de réhabilitation globale des logements. Parce que individuel, je vois pas ce que ça veut. Enfin, vous connaissez une maison qui n'est pas individuelle? J'ai jamais compris. Et on va parler des opportunités par rapport à ça. Alors il est vrai, et là je suis tout à fait d'accord avec toi Valérie, aujourd'hui on a pas mal d'émissions qui... Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Voilà. Allez, on va relever un peu le niveau du bâtiment. On a ce qu'on appelle le syndrome Valérie Damido aujourd'hui, où les gens ils aiment bien remettre à neuf. C'est ce que ça veut dire rénover. Remettre à neuf leur maison, embellir. Donc on met de la taupe un peu partout, et puis on écrit miam miam de la cuisine, et ça fonctionne très très bien. Et ils sont bien accompagnés ces gens-là par des coachs qui sont présents et qui font de l'excellent travail de décoration intérieure. Et il y a un marché absolument gigantesque là-dessus, financier. Et je pense que beaucoup ici aimeraient avoir ce pognon dans leur poche. Ça, c'est un état de fait. Je travaille pas dans ce milieu. J'ai été archi intérieur dans une ancienne vie, c'est plus le cas. Peut-être que j'y retournerai parce que ça vaut le coup. Il faut accepter de mettre du chauffage qu'on n'aime pas, mais c'est la seule alternative. Et puis on a la réhabilitation énergétique. On commence à réhabiliter. C'est un thème un petit peu nouveau. Moi, j'utilise le terme de résurrection énergétique. Personnellement. Et là, on a des gens comme monsieur qui sont perdus, ils ont des envies, et ça, bravo. Ils ont envie, et ils ont besoin de trouver quelqu'un, donc ils s'adressent au premier qui est à côté de chez eux, l'artisan. Et ils réalisent, et après, ils profitent. C'est chouette. On a juste sauté une petite étape, j'ai plus rien à dire, tout le monde l'a dit avant moi, on a juste oublié de concevoir à un moment donné, de voir, juste à un moment donné. Bon, ça, c'est pas grave, c'est un contexte. En réhabilitation énergétique, vous inquiétez pas, nous sommes tous Superman, tous les gens dans la salle, moi y compris, on est là pour aider les gens. Voilà pourquoi monsieur est perdu. Voilà qui l'aide. Citez-moi-en un seul qui n'est pas intéressant là-dedans. C'est fabuleux, toutes ces structures, j'en représente une, nous sommes Superman. C'est fabuleux. Bon, bonne chance. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les gens, il y en a un qui est là, donc je peux vous le montrer, monsieur. Le Jean, aujourd'hui. Les gens. Et monsieur a une maison, et lui, ce qu'il dit, c'est je veux changer mes fenêtres, et j'ai du pognon. Il en a pour 10 000 euros, et quand il fait faire un devis à l'artisan. C'est génial. Donc on va le voir, et on lui dit, ouais, mais tu sais, nous on sait, hein. On a fait un diagnostic énergétique, si tu changes pas tes fenêtres, mais qu'avec le même argent, tu isoles ta toiture, parce que c'est la plus grande déperdition, là, mon gars, tu vas gagner beaucoup plus en faiblesse énergétique, en baisse de consommation. Donc, pour 8 000 euros, il isole. C'est super. C'est génial. On a fait notre travail. On est payé pour ça, tant mieux. Le seul problème, c'est que lui, il a toujours de la confort parce qu'il y a toujours des courants d'air. Il a toujours... il ne peut pas exprimer à son voisin qu'il vient de dépenser 8 000 euros parce que ça ne se voit pas.
C'est dans ses combles. Et il a toujours le problème acoustique avec son voisin qui lui râle dessus maintenant. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est que lui, il cherche pas à baisser le CO2, les consommations, il cherche à augmenter son confort. Et on a juste oublié de l'écouter. Et c'est pour ça que, monsieur, je suis désolé, quel que soit votre niveau, vous avez peut-être bac plus 48, mais ça, vous pouvez pas le savoir, il faut un bac plus 6. Il faut quelqu'un pour concevoir. Ça, c'est mon point de vue, c'est une anecdote. Et on le sait aussi tous dans la salle, il faut à peu près 50 000 € pour faire un projet bâtiment bioclimatique ou bien conçu, BBC, pour ceux qui connaissent pas ce terme-là. 50 000 € minimum pour une maison individualiste. Bon, c'est ce qu'on entend partout, ce qu'on lit partout. Mais les gens, ils nous disent, on a 10 000. C'est pas un problème. C'est absolument pas un problème. L'important, c'est de savoir où est-ce qu'ils mettent leurs 10 000. S'ils commencent à mettre 10 000 dans les fenêtres, sans penser à l'isolant, que eux, 10 ans plus tard, ou que leur enfant, ou que celui qui va racheter la maison, 10 ans plus tard, 3 générations plus tard, viendra remettre l'isolant en compte, si on n'a pas pensé à ça, c'est foutu. Et c'est pour ça qu'il faut du lien. Ce qu'il faut, c'est les aider à mettre les 10 000 qu'ils ont au bon endroit, ou 6 000 ou 4 000, au bon endroit, dans le bon ordre. Et ils le demandent, même monsieur vient de l'exprimer ici. Il le demande dans les lotissements que je vais voir, il le demande dans les cœurs de village que je vais voir. Il demande du confort et savoir où est-ce qu'il faut qu'ils placent leur argent, non pas pour baisser les consommations, pour avancer. Alors là, attention, je vais être très technique. C'est la maison de ma grand-mère. Elle fonctionne super bien. Ma grand-mère est économe. Elle chauffe pas. Sa maison est économe. Elle pollue pas. Vous voulez un bâtiment passif, il faut être actif en face. C'est la différence. Et là, on fait venir des gens qui font très bien leur boulot. Sincèrement, les artisans font très bien leur boulot. Ils isolent très bien, ils font des super murs. C'est génial. Sauf que maintenant, quand on isole, on crée des problèmes qui n'existaient pas avant. J'ai entendu le mot humidité ce matin. L'humidité, ça pollue le bâtiment, plein de pathologies sur le bâtiment, puis accessoirement, ça pollue aussi les gens qui sont à l'intérieur. Mais ça, c'est pas grave, c'est le bâtiment qui est important. Donc ça, on crée des problèmes en isolant. Attention à ça, on crée des problèmes. Le seul moyen technique, attention, je fais de la haute technologie là, le seul moyen technique d'apporter du confort aux gens et de respecter le bâtiment, c'est de faire l'enveloppe dans l'enveloppe ou l'enveloppe autour de l'enveloppe. Il n'y a pas d'autre moyen physique sur la planète Terre. Peut-être ailleurs, mais sur la planète Terre, non. Et pour ça, il faut un trait. Il faut savoir comment gérer les entreprises les unes envers les autres. Elles sont demandeuses de travailler ensemble. Et il faut travailler, attention, je vais dire des gros mots, sur le sol et sur la toiture. Et donc, on parle de réhabilitation sur l'existence ou pas d'un pare-pluie derrière les tuiles. Les techniciens ici ont compris ce que je venais de dire. Les autres, on pourra en discuter, mais il faudra 3 heures. Tant qu'on ne parlera pas du pare-pluie et de l'isolation des sols, on ne parlera pas de réhabilitation, on parlera que de compensation. Alors effectivement, il y a la qualité énergétique qui est très importante, mais il n'y a pas que la qualité. Et si vous voulez savoir où est le pilote, je ne sais plus qui a posé la question, il est là. Tu le vois le pilote? Il est juste là. Il est en dehors de l'avion pour le moment. C'est tout. Parce que, effectivement, les gens demandent un projet global, pas un projet énergétique, dont l'énergie est d'une importance capitale. Et je termine là-dessus. Tout ce qu'ils veulent, c'est un service d'aide à la décision. Simplement cela, les rassurer, être confortés. Et il faut, là, je complète ce qui a été dit, non pas vouloir remplacer la maîtrise d'œuvre, la mission de maîtrise d'œuvre, qu'elle soit faite par n'importe qui, c'est pas le problème, ça. Il faut la replacer. Parce qu'elle doit être là. Et pour ça, effectivement, il y a les plateformes locales qui arrivent, les collectivités qui font leur travail, et aussi les professionnels qui sont là. Bref, on a tout, quoi. Bref, on a absolument tout. Il suffit d'un tiers de confiance calé par rapport à un simple besoin, un besoin de confort. 20 minutes BBC. C'est pas la maison individuelle qui est intéressante, hein, ma conclusion. Hein. C'est le voyage pour y aller. Hein. On s'en fout de ce qui est au bout. Hein. C'est le voyage et d'y aller ensemble. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Laurent Boiteau pour cette démonstration. Voilà. Bruno Georges, c'est à vous de parler, mais vous n'avez plus rien à dire. On a dit que l'énergie n'était pas assez chère, on a dit qu'il fallait de la maîtrise d'œuvre, on a dit beaucoup de choses que vous vouliez dire. Donc vous dirigez le bureau d'études techniques ITF. Voilà, et vous pouvez. Non, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous entendre sur d'autres aspects qui n'ont pas encore été évoqués. Ça manque d'études finalement de votre point de vue. Quelles sont les façons de faire qui permettraient d'améliorer cette démarche rendue quand même difficile pour les particuliers, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup d'interlocuteurs, et il y a quand même des questions assez techniques à se poser au final. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'effectivement la matière grise, c'est le truc qui coûte le moins cher. Par contre, on sait très très mal la vendre. Je vais essayer d'avoir peut-être une autre vision que celle qu'on vient d'avoir.
sur cette espèce de machin. Quelqu'un tout à l'heure a dit que c'était, j'ai bien aimé les deux mots l'un à côté de l'autre, complexe et compliqué. C'était Dominique tout à l'heure. Complexe, ça veut dire qu'il faut être instruit pour comprendre. Compliqué, c'est que n'importe qui, même instruit, ne comprend pas. Parce qu'il y a tout ce qui est marqué au tableau là qui vient en interaction. Alors, en intro, je vais pas refaire le coup du GIEC, mais je serais pas tout à fait d'accord avec Monsieur le maire de son intervention tout à l'heure. Je pense qu'on peut rappeler aux gens le sens de ça, parce que l'énergétique c'est important, c'est de l'argent, effectivement. Le CO2, qu'on ait de l'argent ou pas, ça sera comme les dinosaures, il y en aura plus quand il y en aura trop. Hein. Donc c'est peut-être donner du sens à cette affaire de rénover. Et puis il y a des gens qui parlent d'argent, comme Stern, c'est pas un zadiste, c'est pas un gauchiste, c'est pas un écolo, c'est un économiste, et qui a dit déjà en 2007, ça fait déjà 7 ans, et puis en 2000, que peut-être qu'on n'aurait plus les moyens de faire si on s'y prenait trop tard. Et puis 1 an plus tard, il s'est dit waouh, j'ai repris mes calculs, je me suis sérieusement trompé, et c'est encore beaucoup plus grave que ce que j'ai dit l'année passée. Donc, faut peut-être penser qu'il y a caractère d'urgence sur l'affaire. Et ça, peut-être que ramener du sens à l'affaire, ça peut être un élément motivant pour tout le monde, y compris pour les particuliers, parce que tous les particuliers, il suffit de faire une mutation de culture. Et là, n'importe qui a accès à ce truc. On regarde l'épuisement de la ressource, parce que le pétrole va coûter de plus en plus cher, l'électricité aussi, mais tout le reste va coûter beaucoup plus cher, le cuivre, les matériaux. Peut-être comprendre aussi que dans ces rénovations, il n'y a pas que la techno qui compte, il n'y a pas que l'industrie qui compte, il y a aussi le bon sens, et que on doit voir comment on est capable de se positionner dans des logiques low-tech, c'est-à-dire en faisant le moins possible, y compris sur le plan de l'énergie grise, c'est-à-dire le contenu même énergétique de ce qu'on va développer. Et puis peut-être parsemer un petit peu de high-tech parce que il y a des industriels extraordinaires qui font des choses extraordinaires, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais c'est une fois qu'on a eu la réflexion avec du bon sens. Pour bien vous comprendre, Bruno Georges, le low-tech, c'est faire en sorte que les matériaux qu'on met en œuvre soient eux-mêmes d'ailleurs peu énergivores. À très faible contenu énergétique. Voilà, tout à fait. Effectivement. Et technologique. Alors, la rénovation, on peut se demander d'où ça va venir. Parce qu'on a vu ce matin déjà plusieurs fois qu'on se pose la question de qui devraient être, qui pourront être les meilleurs intervenants, les architectes, les ingénieurs, des spécialistes, pourquoi pas des industriels, des entreprises, c'est déjà le cas, des groupements de quoi, des usagers, des quelque chose. On n'a pas tout à fait encore assez parlé de décloisonner l'acte de rénover d'aujourd'hui. Et puis la mutualisation, l'optimisation, ça devient du faire et non pas de l'être. Et puis, peut-être aussi de la rupture, parce qu'on essaye d'aborder tout ce sujet de la rénovation avec les mêmes choses que ce qu'on a fait. Puis viendront quand même les pressions économiques, environnementales, sociales, qui elles, auxquelles on sera obligé de faire face. Et puis peut-être le bottom-up, attendre que ça tombe d'en haut, hein, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont à faire ce qu'ils ont à faire, qui le font. Alors quels sont les freins là-dedans? Un petit préalable, un petit peu iconoclaste peut-être, mais il faut être clair, le développement urbain par la maison individuelle, c'est pas acceptable. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Là derrière, ça consomme 5 fois plus de foncier que des petits collectifs. Je parle pas de tours. Ça a un nombre d'inconvénients tels qu'il faut bien dire qu'il faut pas faire de maison individuelle. Par contre, 19 millions de maisons individuelles en France. On l'a vu ce matin en Bourgogne, un peu plus catastrophique. C'est pas parce que c'est moins bien construit, c'est qu'il fait un peu plus froid en Bourgogne qu'ailleurs. Et donc, c'est une composition majeure de la transition. Les enjeux sont absolument énormes. Donc, s'il ne faut plus construire, il ne faudrait pas construire de maisons individuelles neuves, l'obligation de rénover celles qui existent est fatale. Alors, l'enjeu de cette transition, c'est bien la rénovation. Et puis, de ce côté-là, ne pas oublier, et là, je refais un petit truc, peut-être encore une deuxième fois un peu iconoclaste. BBC, pour moi, c'est vraiment un petit bras. C'est vraiment pas suffisant. C'est vraiment, ça va pas. Hein. N'oublions pas qu'il y a un gros chantier de la rénovation dans les pays qui sont un peu plus au nord-est de la France et que eux, ils sont pas plus pauvres que nous, ils arrivent à faire avec des facteurs 8. Alors BBC rénovation, quand on a fini, ça veut dire qu'on a une maison qui est prête à rénover parce qu'elle est déjà un peu moins bonne qu'une maison neuve. Alors, transversalité, c'est aussi, on parle de rénovation énergétique. C'est super, c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. Hein. Ça a déjà été dit plusieurs fois.
il faut rajouter toute la dimension humaine, il faut rajouter tous ces machins-là, toute la notion d'efficacité, la notion d'économie circulaire, la notion de CO2, la notion de santé, la notion d'acoustique, d'électricité, d'eau, d'usage, de mobilité, de plaisir aussi, parce qu'on habite chez soi, de social, de déchets, d'énergie grise, d'énergie effectivement, de confort d'été, de fragilité, quel beau mot, de santé, de plaisir, de territoire, et l'humain. Si on fait que la rénovation énergétique et qu'on s'intéresse pas à tout ça, on loue, on rate. On fera un exercice fatal et nécessaire, mais qui est surtout pas suffisant. Une chose qu'on n'a pas encore entendue ce matin, et tac, c'est l'échelle territoire. L'échelle territoire, c'est une notion de densité, et peut-être que là, il y a une réflexion à avoir, dont on n'entend pas trop parler, mais c'est normal. L'ADEME, le CSTB, c'est de la culture franco-française, on arrête le bâtiment au pied de la façade. Non, le bâtiment, il s'arrête pas au pied de la façade. Entre le pied de la façade et le domaine public, il y a un machin qui s'appelle la parcelle, il y a un machin qui s'appelle l'îlot, il y a un machin qui s'appelle le ténement sur lequel on est construit. Et peut-être se poser la question, est-ce que cet ténement-là a accepté, à l'époque où il était conçu, toute la chaîne qui était possible par le PLU? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas construire plus de mètres carrés sur cette même parcelle? Est-ce qu'on peut imaginer densifier? Il y a des tas de choses qui commencent à se faire dans la logique de remplir les trous. Parce qu'un tissu, je parle beaucoup plus de la maison individuelle en site urbain, hein, ça concerne beaucoup moins le site rural, mais Dijon est quand même un sacré site urbain. Il y a de l'inventivité à avoir, il y a du tact, parce qu'on s'agresse, on s'intéresse à la culture des gens qui habitent là, et puis il y a le respect du tissu urbain et des usages. En quelques secondes, un travail qui est un travail d'étudiant. Vous voyez, c'est une parcelle à côté d'Annemasse, vous voyez un peu de trucs. Et ils ont fait un travail sur la densification extrêmement bien construit. Et là, on arrive à faire des choses qui font monter la densité sur les parcelles. Ou par exemple, on fait 5 logements sur un ténement qui en accueillait 3. Et toujours la deuxième chose sur cette échelle urbaine, il y a la notion d'îlot de chaleur urbain, qui va à nouveau pas concerner ou peu concerner la campagne, mais qui va avoir un impact très très fort sur les villes. Et il y a quand même quelques grosses villes dans Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est une photo de Paris la nuit la plus chaude de la canicule de 2003. 4 degrés d'écart entre le centre et le milieu. Essayez de faire la différence entre dormir à 28 et dormir à 32. On joue pas dans la même cour. Ça, c'est en 2003. Ça va être de pire en pire. Donc c'est un truc qu'on doit intégrer. Et là, le territoire peut marcher. Regardez quelques images entre les photos qui sont à gauche, qui sont des photos réelles, et les photos qui sont à droite, qui sont des photos infrarouges, où on voit les températures de la ville dues à la couleur. Rien que ça. Regardez l'impact des pavés noirs, regardez l'impact de la pierre par rapport à la pelouse. C'est vraiment extrêmement important. Et ça, c'est super fastoche de faire. Et pour une fois, ça coûte rien. Éclaircir la ville, les revêtements, les murs, les sols, garder de l'eau pour pas l'envoyer dans les tuyaux, plus de verre sur les parkings, sur les sols, sur les toitures, sur les murs. Et ça, on est dans une logique qui ne coûte pas grand-chose et qu'il faut nécessairement intégrer à la rénovation du bâtiment qui est à l'intérieur de ça. Alors, l'échelle territoire, la difficulté et les freins, c'est peu de culture et de vulgarisation de la connaissance sur ce sujet. Et on ira ensuite vers les questions, Bruno Georges. Tout à fait. Un champ d'action qui est pour l'instant pas concerné. Personne ne se sent concerné. Quand je dis personne, c'est aucun industriel. Donc ça veut dire du coup, comme il n'y a rien à vendre, simplement un peu d'idées, eh ben il n'y a pas toute la démarche commerciale et marketing qui va derrière. Difficulté de détecter de quoi mon voisin a besoin, et puis des probabilités de conjonction qui sont peu aisées à mettre en œuvre, et pas d'accompagnement pour l'instant là-dessus. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est la notion de vision globale. Ça a été dit plein de fois, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est la nécessité d'une approche globale et d'un audit, mais pas un audit parce qu'il y a une subvention, un audit qui sert à quelque chose, c'est-à-dire un audit derrière lequel il y a des travaux. On a dit il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, mais aussi la maîtrise d'œuvre, faut qu'elle se bouge un peu les fesses parce que généralement l'audit c'est un machin administratif. Et on pense pas. Et là, nos élus sont aussi entrés au lieu responsables parce que le décret qui impose ces fameux audits n'est pas un décret opérationnel, c'est un décret de bonnes intentions des gens qui sont pas sur le terrain. Alors, des analyses radicales, ça faut pas viser BBC, il faut viser passive house. J'ai pas dit qu'on avait les moyens de faire. J'ai dit qu'il fallait avoir la vision globale et cohérente de ce truc-là. Et derrière, en fonction de l'argent, en fonction de ce que tu disais, de la descendance, de la valorisation patrimoniale de son bien,
Peut-être aussi que l'augmentation du coût de l'électricité et du gaz, etc., quand ça coûtera 2 fois plus cher, on aura beaucoup plus envie, j'en suis sûr. Mais en tout cas, chaque mesure qu'on fait est en cohérence avec une vision globale. Donc bien se rappeler que 1 mètre cube d'isolant qu'on rajoute en surépaisseur d'un isolant BBC, ça coûte que 120 €. Hein, c'est-à-dire 5 cm, ça coûte 5 € au mètre carré. Autant dire rien du tout. Alors, la vision globale permet de hiérarchiser les actions et d'intégrer les interactions entre les travaux, alors que quand on fait paf, 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 ben, on n'a rien intégré, et donc du coup, tiens, il va y avoir un trou entre ça et ça. Hein. On a parlé de vision globale de l'étanchéité, on a parlé d'argent, hein, parce que si je mets ma menuiserie ici ou là, le fait de traiter les détails, ça va coûter des sommes folles d'une part, et ça sera pathogène. Et puis, l'idée, c'est de faire un investissement pertinent. J'ai 10 000 à investir, je te rejoins à 100% de ce côté-là, mettons-le au bon endroit. Alors, je vais vite parce que ça a déjà été dit, et donc du coup, l'idée de la vision de globale, c'est donner un cadre. Quel est le cadre dans lequel on doit envisager la rénovation? Pas la rénovation là tout de suite, la rénovation de cette maison-là. Et après, dans le temps, on met au point une stratégie qui permettra de gérer un processus. Donc, les freins là-dessus, c'est la maison individuelle n'est pas mon métier, moi en tant que bureau d'études. Donc effectivement, par rapport à des choses qui ont été dites, on n'est pas présent sur ce secteur parce que les bureaux d'études dont la compétence est un peu nécessaire pour faire cette vision globale, ils n'arrivent pas à trouver de la rentabilité ou difficilement à trouver de la rentabilité dans le cadre d'intervention actuelle. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que il y a trop d'intervenants qui font chacun bien leur boulot, mais qui n'ont pas la vision globale. Alors, pour finir, pas seulement économie d'énergie, mais bien tous les conforts, hein, confort acoustique, confort éclairage naturel, visuel, qualité de l'air intérieur, confort hygrothermique. Il y a aussi la notion écolo, hein, soyons écolos dans nos rénovations. Hein. En 1920, il n'y avait pas de produits qui étaient, ou presque, ou peu, qui étaient des cochonneries. Mais entre-temps, il y a eu un peu l'ère industrielle qui nous a mis des peintures, des moquettes, des horreurs, faut appeler un chat, avec des COV, des formaldéhydes, qui font que tout le monde a un peu un cancer, un machin, un truc, et va en avoir de plus en plus. Y compris le fait qu'on ne pourra pas avoir des gamins normaux avec les perturbateurs endocriniens qui sont de plus en plus fréquents. Donc aujourd'hui, faire une peinture lacalquide, ça coûte à peu près le même prix qu'une autre peinture. Donc pourquoi pas prendre une peinture écolo? Ça me semble très important. Et puis pour finir, la forme, hein, de nombreuses structures commencent à exister, se regroupent, s'organisent. Vous avez dit que vous faisiez partie d'une structure qui essaye de donner de la cohérence. Il y a beaucoup de structures qui n'ont pas quelqu'un comme vous, hein, où c'est vous changez la chaudière, madame. Sauf que la chaudière, elle fait 40 kW parce que c'est une passoire, et quand on aura isolé, la chaudière, faudra qu'elle fasse que 10 kW, sauf que comme elle aura changé en premier parce que c'est plus rentable, eh bien, elle sera 4 fois trop grosse, pour rien. Investissement qui sert à rien, rendement mauvais. La catastrophe. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent à ça, côté technicien, côté industriel, et que il me semble que les progrès qu'on a à faire sont pas sur un plan technique. Ils sont sur des logiques de déclencher un processus. Comment on fait pour le déclencher? Parce que quelqu'un qui comprend que c'est bien, eh bien, il le fait. Simplifier l'administratif, l'accès aux subventions, accompagner les rénovations, guider les propriétaires, cadrer les entreprises, et puis assister la fin. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, si c'est mal fait, c'est mal fait. Donc on n'a pas les bénéfices. Alors, dans le neuf, il y a l'habitat participatif. Il va falloir conclure, Bruno Georges. J'ai vu la pancarte. Dans le neuf, il y a l'habitat participatif. Pourquoi aussi on ferait pas des modes de rénovation participative? Donc, ça veut dire que les groupements viendraient plus de ceux qui fournissent la réponse, mais de ceux qui font la question. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser et qu'à mon avis, il faut accompagner. Il y a quelque chose de très bien qui se fait sur cette région. Peut-être. Des groupements d'usagers de clients potentiels, hein, c'est ça, qui voilà. sont à peu près. Et pour finir, ne pas oublier, par rapport à cette dimension patrimoniale, cette dimension qui donne du sens, cette dimension CO2, cette dimension environnementale, la campagne de pub de 2007 de Yvon Chouinard, patron de Patagonia, vous savez, c'est ceux qui font des polaires avec des bouteilles de plastique en récupération. Il n'y a pas de business à faire, c'est une planète morte, n'oubliez pas. Merci. Merci Bruno Georges. Heureusement que vous n'êtes pas parti, il y avait 2-3 messages quand même à passer. Vos réactions ou témoignages? Quelqu'un souhaite-t-il rebondir sur un des aspects développés ou témoigner dans sa pratique d'éléments que Bruno Georges ou Laurent Boiteux ont développés? Si ce n'est pas le cas, tout de suite, on y reviendra plus tard. Oui, monsieur, vous avez été d'ailleurs cité.
Oui, bonjour. Je suis content de voir qu'on parle de qualité de l'air intérieur et de confort. Ça me conforte dans mes pistes de développement. Il y a un mot qui était intéressant. Laurent a dit que les gens plaçaient leur argent. Il y a un aspect qu'il va falloir développer pour convaincre les gens, c'est l'augmentation de la valeur patrimoniale par la rénovation énergétique. Et là, on manque de données précises régionales. On a des données nationales avec des grandes fourchettes. Il serait bien qu'on ait, dans le cadre des études qu'on fait pour convaincre les gens à faire de la rénovation énergétique, qu'on puisse leur calculer le bénéfice qu'ils peuvent avoir sur la valeur patrimoniale et transformer ça en un placement d'argent plutôt qu'une dépense d'argent. Ça pourrait être une piste à étudier pour essayer de convaincre les gens de façon plus massive. Merci. Alors justement, qu'il faut-il faire? J'ai peut-être un petit élément par rapport à ça qui me semble. Il commence à y avoir des bases de données sur ce sujet-là. Il commence à y avoir. On en parlera tout à l'heure. De toute façon, on aura effectivement une étude sur le lien entre l'étiquette entre guillemets et la valeur du patrimoine. Et puis je pense qu'il y a une deuxième chose. Alors moi je sais qu'il y a des données qui sont qualifiées Rhône-Alpes. C'est quand même pas Lyon et Dijon, ça doit pas quand même être fondamentalement différent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce que je sais plus qui a dit tout à l'heure, c'est peut-être notre propriétaire. On dit que c'est pas rentable. Qu'est-ce que ça veut dire rentable? Ça, je pense, c'est une question extrêmement importante. Et rentable en 1980, c'est pas du tout pareil que rentable en 2015. Pourquoi? Parce qu'en gros, après 80, on a eu 30 ans où tout était à peu près plat. Hein. L'énergie a pas beaucoup augmenté, le cadre réglementaire a très peu changé, la situation, on va dire planétaire, parce qu'aujourd'hui, si le pétrole coûte pas cher, c'est pas qu'il coûte pas cher, c'est que simplement, il y a des rapports de tension géopolitique qui font que le pétrole, le gaz ne coûte pas ce que ça vaut. Il coûte ce que les tensions géopolitiques le fabriquent. Mais de toute façon, c'est un produit fini. C'est comme le foie gras ou le caviar. Donc, comme c'est un produit fini, il faut simplement attendre. Alors, du fait de ces tensions, on va attendre un peu plus longtemps qu'une analyse rationnelle permettrait de le faire, mais de toute façon, ça va coûter plus cher. Et dans la logique de valoriser sur le plan patrimonial, nous, dans des audits, on fait toujours une projection à 20 ans. Comme on n'est pas Madame Soleil, on est absolument incapable de savoir ce que sera le prix de l'énergie dans 20 ans. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune chance pour que, y compris avec les influences géopolitiques, l'évolution du prix dans les 20 ans qui arrivent soit très différente des 5 années qui viennent de se produire. Et ça, on peut dire que c'est un talon. Après, on se prend quelques pourcents de plus en dessus. Et la réalité sera entre les deux. Au mieux. Parce que ça se trouve, ça sera nettement au-dessus des quelques pourcents qu'on se prend en plus. Et bien, quand on fait ça et qu'on cumule sur 20 ans et qu'on voit ce que ça gagne, le côté rentable, mais il pète au nez. Il devient ultra évident. Et quand on dit à un maire, à un président de communauté de communes ou à un bailleur social, parce que c'est notre cœur de métier, que si vous faites pas ça, ça va vous coûter 1,5 million d'euros de plus pendant 20 ans, on entend gloops. Bon, alors comment on commence? Et ça, la dimension patrimoniale, il faut la projeter, parce qu'un patrimoine, c'est pas à l'instant T. Laurent Boiteux. Vraiment en 30 secondes, je suis très étonné que tu aies posé une question sur mon intervention, parce que j'ai rien dit, donc je vois pas ce qu'il y a comme question, mais juste une chose, je suis d'accord avec le fait qu'il faut aider les gens, savoir combien ils vont gagner, et toutes ces choses-là, on est tous d'accord, je suis persuadé. Pour autant, une maison individuelle, c'est de ça dont on parle, hein, les maisons individualistes là aujourd'hui. Les gens, ils y sont par amour. Ils aiment leur femme ou leur mari, ils aiment le lieu, leur travail, ou la tranquillité, ou la fainéantise, ou ce que tu veux, ils y sont par amour. Et ils sont prêts à dépenser, pas gagner, à dépenser de l'argent pour remettre du taupe et du miam-miam sur les murs. D'accord? C'est un lieu où on est prêt à dépenser pour trouver une valeur qui n'a aucune valeur économique. La valeur économique, on va en parler cet après-midi, très bien, c'est génial, c'est fabuleux, c'est super, il faut travailler là-dessus. Mais il faut aussi aider les gens à bien dépenser leur argent pour quelque chose de totalement irrationnel, ça s'appelle l'humanité. Tout simplement. Il faut qu'on travaille sur la notion de confort, pas d'énergie. C'est complètement différent. Alors, le bien-être. Voilà. Ça va très bien faire le lien, Laurent Boiteux, avec l'intervention, je pense, de Bérénice Le Fur, parce qu'effectivement, il y a tout un aspect marketing qui a été assez abandonné. On a eu des témoignages. Là, on va décoller, je pense. Il y a un bouton. Alors, il y a un bouton de président, faut savoir, et qui coupe tous les autres micros. C'est celui-ci où il faut pas appuyer, en fait, parce que sinon on m'entend plus.
Voilà. Et en fait, il y a un aspect, on a abordé plein de points techniques. On voit que ça peut, d'ailleurs, il y a des visions, là, des visions développées par Bruno Georges montrent toutes les composantes qu'on peut aussi prendre en compte. C'est très vaste. Est-ce qu'on n'oublie pas quelquefois tout simplement les perceptions les gens, quoi. Voilà, les gens. Les gens. Parce que Voilà. là, c'est vrai que Laurent Boiteau a parlé d'humanité. Vous êtes issu, je vous pose la question parce que dans votre parcours, vous êtes issu du marketing et de la sociologie, donc votre point de vue est intéressant. Surtout que le marketing utilise quand même bien les techniques de la sociologie et les méthodologies de la sociologie. Donc effectivement, là, je vais vous parler des gens, puisqu'on a un monsieur Jean là tout à l'heure. Et puis il y a quelqu'un qui s'est demandé si le Jean que nous avions parmi nous était représentatif. Alors je trouve qu'il faut toujours se méfier de la notion de représentativité, parce qu'en marketing, on segmente les marchés. C'est-à-dire qu'un Jean, l'idéal type du Jean qui est vrai pour tout le monde, ça n'existe pas. Mais ceci dit, monsieur est très représentatif de quelque chose, c'est qu'il ne sait pas quoi faire, il est paumé, il reçoit plein de messages de droite, de gauche, de DF, de machin, il a sûrement entendu parler des espaces info-énergie. Monsieur Boiteau a rappelé à très juste titre qu'on était tous là pour bien faire et pour aller à nous engager dans la route que monsieur Georges nous a tracée. Mais le Jean, malgré toutes les bonnes volontés, il est complètement paumé. Et monsieur Boiteau a dit quelque chose qui me semble très important, c'est qu'il est paumé. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de l'écouter. Donc là, je vais vous présenter un peu les enseignements et ce qui ressort les enseignements qu'on ressort quand on écoute les gens qui soit ont envie de faire, soit ont fait des travaux de rénovation, entre guillemets, j'insiste lourdement sur les guillemets, des travaux de rénovation énergétique. Alors, pourquoi donc quelles sont, la question qui m'était posée, c'est quels sont les freins des propriétaires à la rénovation de leur logement. Déjà, j'ai apprécié qu'on ne me demande pas les freins des propriétaires à la rénovation énergétique de leur logement. Alors, pourquoi le principal frein, là je vais balancer un gros lieu commun, c'est parce que pour rénover, ça suppose de faire quoi ? Question à la salle, quand on veut rénover son logement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Des travaux, voilà. Et c'est là que ça commence à faire un peu mal. C'est que pour rénover, il faut faire des travaux. Alors on a parlé un peu de l'organisation de la filière bâtiment, du manque de conseils en amont, de la définition du plan de travaux. De toute façon, il faut faire des travaux. Et quand on interroge les particuliers, donc soit en individuel, soit ça marche mieux encore en groupe, sur l'évocation de l'idée de faire des travaux chez soi. Ou ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, son parcours, quand on a fait des travaux. Qu'est-ce qui ressort comme notion, comme ressenti, etc. Alors là, je me tourne vers monsieur Lejean, pour savoir si on se retrouve dans ce que je présente. Et on trouve beaucoup d'indécision. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que c'est d'abord ci, d'abord ça ? Dans quel ordre ? Oui, mais est-ce que ma priorité, ce serait pas ceci ? Donc, de l'indécision. Des craintes, plein de craintes, plein d'angoisse à tous les niveaux. On a peur de faire les mauvais choix. Est-ce que j'ai bien raison de changer mes fenêtres plutôt que de changer ma chaudière ? Si je change ma chaudière, est-ce que j'ai bien raison d'abandonner le fioul pour passer au gaz ? Parce que, et là aussi, là, la notion de CO2, par exemple, peut bloquer complètement des gens. Ils veulent simplement remplacer leur système de chauffage. Ils ont une sensibilité écolo. Ils se disent, mon Dieu, faut que je choisisse la bonne énergie. Et là, ils se retrouvent à regarder le poids CO2 de l'électricité, du fioul et tout. Donc, ils avaient déjà une décision pas simple à prendre. Et là, ils se retrouvent dans un dédale, alors un arbre de choix. Alors là, pour le coup, c'est un peu la forêt amazonienne. Donc, ils ont peur de faire les mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions. Donc, de mettre un peu en péril leur maison chérie, puisque la maison, c'est quand même la maison chérie. Une fois qu'ils ont fait leur choix, ils ont peur qu'il soit mal fait. Ils ont peur de faire appel aux mauvaises entreprises, parce que ça, tous les EIE ou les espaces qui reçoivent les particuliers vous diront qu'une des premières questions, c'est quelles sont les bonnes entreprises. Et puis, en général, on n'a pas le droit de leur dire quelles sont les bonnes entreprises. Donc, ils ont peur que ce soit mal fait, malgré les démarches de label, garantie, etc. Ils sont toujours un peu remis en cause. Ils ont peur qu'ils durent longtemps, parce que les travaux, on ne dit pas assez, mais les travaux, surtout si on vise un BBC Réno, ne serait-ce que ça. Un BBC Réno en une seule fois, paf. Vos 50 000 travaux, vous en avez pour 4 mois. En milieu occupé, et vous allez habiter où pendant 4 mois. C'est des choses très bêtes et très concrètes, mais c'est la réalité, le quotidien des gens. Donc ils ont peur que ça dure longtemps, plus longtemps que prévu. En rénovation, les dépassements de délai, c'est quand même courant. Que ça coûte cher, ça coûte plus cher que prévu. La rénovation, toujours un champ de surprise, donc
Voilà, il peut y avoir des... Donc tout ça, c'est un foisonnement d'incertitudes, d'angoisse, etc. Des sentiments extrêmement anxiogènes à propos de son logement. Alors que le logement, c'est, on l'a dit, un attachement très fort, c'est l'ultime abri protecteur vis-à-vis des agressions du monde. Et on se rend compte que plus on est dans une situation de crise, plus le refuge logement, la valeur logement prend du sens. Puis c'est aussi un objet de la projection de soi. Donc voilà, ça crée quand même beaucoup de difficultés. Et quand on en vient, alors on m'a pas posé la question de les motivations à la rénovation énergétique. Les motivations à la rénovation énergétique, il y en a pas vraiment, puisque les gens sont en général incapables de vous dire combien ils dépensent en énergie par an. Donc toute cette logique de je vais faire des travaux pour économiser ma facture dont je ne connais pas le montant tient pas vraiment la route. Alors il y a quand même des motivations, ça c'est ça qui est bien. Elles doivent quand même être suffisamment fortes ou nombreuses pour passer outre l'appréhension générée par les travaux. Parce que c'est vrai que, surtout en milieu occupé, quand on achète une maison c'est différent, mais en milieu occupé, pour faire des travaux, il faut passer outre l'inertie de l'existant. Ça fait 15 ans que je vis dans ma maison, j'ai vu naître mes enfants, grandir, bababi, bababa. Tout d'un coup, j'envisage de faire des changements, je suis dans une projection, mais je dois abandonner quelque chose. C'est pas facile, il faut faire un peu un deuil, quoi. Donc des motivations, on en a. Alors là, c'est divers selon les gens. Il y a beaucoup, faire de la nouvelle maison sa maison, moderne, confortable, fonctionnelle, aux normes de confort actuelles, etc. Donc c'est la raison pour laquelle c'est surtout parmi les gros projets de travaux supérieurs à 20 000 euros, les nouvelles acquisitions sont très surreprésentées. Donc là, on a des dépenses de décoration aménagement, de remise aux normes de confort moderne, et puis éventuellement des travaux conséquents qui sont envisagés dès l'achat quand on est, dans des opérations d'accession-amélioration, l'extension, l'aménagement de combles, la redistribution des espaces, etc. Une autre motivation, c'est résoudre un problème. Alors il y a un problème qui revient très souvent quand on voit les gens qui ont fait des travaux de rénovation énergétique, loin du niveau BBC Réno, c'est l'évolution de la maison. L'évolution de la famille, pardon. On a un enfant qui arrive, ou on a le deuxième qui arrive, la maison, elle est trop petite, il faut trouver de la place, donc là, on se lance dans des projets d'extension, aménagement de combles, etc. Autre problème très fréquent, l'inconfort, on a parlé, des fenêtres, etc., un système de chauffage insuffisant, Et puis des problématiques d'ordre technique aussi, de façon quand même beaucoup plus marginale, le chauffage insuffisant, des traces d'humidité, donc ça, les traces d'humidité, on le retrouve beaucoup. Et puis, il y a se faire plaisir, mais ça arrive tout à la fin. Alors que sur le marché de la consommation en général, le moteur plaisir, valorisation sociale est très mis en avant par les marketeurs. Sur le marché de la réno, calme-toi. Se faire plaisir, investir autrement sa maison. Donc ça, on voit ça chez des gens qui ont fini de payer leur maison, ils ont à nouveau une certaine marge financière. Là, ils se font plaisir. Alors, on a quand même beaucoup de travaux sur cuisine, salle de bain, installation de piscine, des inserts, etc. Et puis pour les gens qui ont une sensibilité écolo, là, des travaux rénovation énergétique. Notre motivation, c'est de se projeter dans sa maison et de préparer les étapes ultérieures de sa vie ou de sa trajectoire résidentielle. Avec notamment beaucoup de gens, 50-55 ans, ils voient arriver l'âge de la retraite, ils savent que leurs revenus vont baisser, ils veulent garder un certain niveau de vie, ils se disent il faut que je baisse mes charges. Donc là, ils peuvent engager des travaux pour diminuer leur consommation. Ils investissent une résidence secondaire dans laquelle ils vont s'installer de façon permanente en retraite, où ils ont vraiment une vision patrimoniale, entretenir et améliorer sa maison pour la vendre au mieux ou à minima en garder la valeur. On me demandait de parler un petit peu de communication. Alors les implications en termes de communication, avant de parler de message, je pense qu'il est extrêmement important, et ça je crois que c'est très important, notamment dans le cadre des déploiements des plateformes de la rénovation énergétique, il ne faut pas se tromper de cible. Si on veut que les gens passent à l'acte, il faut choper des gens qui sont déjà dans une trajectoire, dans une dynamique de travaux. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut attraper. Il faut cibler en priorité les gens qui sont soit ont envie de faire, soit sont déjà en train de faire, et il faut les attraper le plus en amont possible, de façon à pouvoir les accompagner vers le meilleur embarquement possible de l'efficacité énergétique dans leurs projets de travaux qui répondent à leurs aspirations. Donc ça induit de changer un petit peu les relais de communication, donc il faut s'adresser aux professionnels du bâtiment, parce que les gens qui font une rénovation mais qui font pas de rénovation énergétique, ils poussent jamais la porte d'un espace info énergie, parce que l'énergie s'en fiche.
Donc eux, ils appellent les pros du bâtiment pour faire des devis. C'est comme ça qu'ils commencent. Les services urbanisme pour les autorisations de travaux permis de construire, les agences immobilières, les banques. Souvent quand on fait des gros travaux, on a besoin d'argent. Et quel message on se rend compte que la motivation environnementale, elle suffit très rarement pour être le déclencheur des travaux. C'est très rarement l'élément qui fait qu'on bascule. Mais par contre, pour les gens qui sont en situation de travaux, on se rend compte que tous les messages d'optimisation énergétique de leur projet de travaux passent très bien, qu'on peut par ailleurs greffer ça à la mobilisation des aides financières, etc. Et que grosso modo, vous partez d'un projet de travaux qui est cela. Pour faire au mieux, embarquer au mieux l'efficacité énergétique, il faut faire ça, ça, ça et ça. Vous pouvez mobiliser telle et telle et telle aide, et en fait, on se rend compte, le frein financier est finalement pas si important que ça. On se rend compte que pour bien des gens, quand on met en regard les aides, ils peuvent faire les mêmes travaux répondant à leurs souhaits, plus beaucoup de travaux d'amélioration de la performance énergétique, tout ça pour le même revenu disponible, enfin voilà, le même input financier. Et ça a une autre implication. On parle souvent du coût de la rénovation énergétique. Ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Mais quand on procède comme ça, on parle pas de coût. On parle de surcoût. Et quand on rénove une toiture, par exemple, ou quand on aménage des combles, le surcoût de l'isolation, il est marginal. Donc, le raisonnement économique, il est complètement renversé. Et là, on raisonne plus en investissement. En termes de, et puis mettre en avant, ça a été beaucoup dit, le gain de confort. Les gens qui font des travaux de ce type, quand on les fait parler après travaux, ils sont incapables de vous dire combien ils ont économisé sur leur facture qu'ils ne connaissaient pas avant. Mais par contre, le confort, ils en parlent beaucoup. Les messages, personnellement, je trouve qu'il faut éviter les discours économiques qui sont peu vendeurs. Isolation thermique par l'extérieur, temps de retour sur investissement, 30 ans. Allez, signez monsieur, moi personnellement, je signe pas. Sauf si on les appuie sur, si on raisonne en trésorerie. Mais là, il faut pouvoir mobiliser un éco-PTZ, ce qui est un autre problème. Par contre, cet argument, il marche très bien quand on est dans la logique de l'efficacité énergétique embarquée. Et puis, on peut effectivement mettre les éléments tangibles dont on dispose désormais sur la valeur verte pour convaincre les gens qui ont le segment un peu fibre patrimoniale. Et après, comme je trouve qu'il n'y a pas de gratification sociale, j'achète une belle voiture, ça se voit, alors je sais plus qui disait, on met 8 000 € d'isolant dans les combles, ah bah le voisin il ne le voit pas, c'est des boules. La super voiture, ça se voit. Aujourd'hui, on a un système de label qui est quand même très élitiste. On a le BBC Rénovation, je sais pas combien ils sont faits en France, de BBC Réno en maison individuelle, et qui valorise pas aussi cette notion de parcours travaux qui me semble assez incontournable et qui correspond à la façon dont les gens rénovent et réhabilitent leur logement. Et je trouve que les pouvoirs publics, ce serait pas inintéressant de réfléchir à un système de labellisation sur un parcours BBC, par exemple, ou un parcours Passive House. Ce que j'ai fait, là où j'en suis, là où j'ai du 3 étoiles, ma toiture elle est 3 étoiles, mon chauffage il est 1 étoile. Et le prochain, c'est un peu la logique du passeport travaux, le prochain propriétaire, quand je revendrai ma maison, il saura que il faut qu'il s'attaque aux 1 étoile. On marque en fait les réalisations beaucoup plus précisément, qu'on puisse en faire, en donner une visibilité plus évidente en fait. En faire un système de valorisation sociale. On s'est rendu compte que par exemple dans l'explosion du solaire à une époque, c'était beaucoup porté par le crédit d'impôt. Mais le côté j'ai des panneaux solaires sur ma maison, ça se voit. Et ça se voit et ça me valorise socialement et tout ça. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup dans motivation des gens. Merci beaucoup Bérénice Le Fur pour ce résumé rapide, parce qu'il y a plein de choses à dire bien sûr là-dessus. Et quand même une question, est-ce que finalement on est quand même sur les mêmes démarches quand on parle de ces travaux énergétiques embarqués, c'est le terme que vous avez utilisé, et quand on est sur un niveau d'exigence lié à une vision d'un spécialiste, je pense à vous Bruno Georges, est-ce que finalement c'est la même approche? Est-ce que un particulier va entendre le propos de quelqu'un qui est spécialisé énergie, qui peut être assez ultra dans ses prises de position en disant il faut tout refaire, le sol, le plafond, voilà. Alors, moi, il y a quelque chose qui j'ai l'impression qu'il y a des contradictions. Chose qui me dérange un peu. C'est vrai que depuis le début de la journée, on a beaucoup parlé de décloisonnement, de désilotage, notamment les artisans du bâtiment, etc. Bon, la filière rénovation, c'est clair que, à mon sens, si on veut réussir la transition énergétique sur la rénovation des bâtiments, enfin des maisons individuelles, il faut impulser la transition de la filière rénovation, qui dysfonctionne à plein de niveaux.
Donc on parle beaucoup de décloisonnement, mais on continue à cloisonner, c'est-à-dire qu'on continue à dire, le particulier, il faut qu'il y ait un bureau d'études thermiques qui vienne chez lui pour voir. Là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Je vous donne quelques petites anecdotes. Dans le cadre d'une étude, je me suis entretenue avec un monsieur, 75 ans, chaudière bois, il vit en Alsace, tout ça, commence à donner des signes de faiblesse, il fait venir un chauffagiste pour remplacer son système de chauffage. C'est là qu'on voit que les choses commencent à changer. Le chauffagiste lui dit, vous devriez réisoler vos combles, monsieur, ça vous ferait économiser beaucoup d'énergie. Donc, on commence à avoir des signaux faibles apparaître qui sont très encourageants. Il m'explique que ça a été dur pour lui de financer, etc. Je lui dis, mais les aides financières et tout, vous comprenez, le souci, c'est que j'ai pas pu mobiliser les aides de l'AMA, alors que je suis éligible. Je dis, ah bon, pas pu mobiliser, habitez mieux, vous êtes éligible. Ah bah non, parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai déjà demandé les aides de l'AMA pour des questions de maintien à domicile il y a 2 ans. Donc il avait déjà consommé son... Du coup, je n'ai plus droit de redemander des aides de l'ANA. Et là, je me dis, décloisonnement, désilotage. Le monsieur Jacquet, il s'appelle, il a un logement. Il a sa vie. C'est un vieux monsieur avec des problèmes pulmonaires, etc. Il vit dans une région froide, il a un besoin il a un ensemble de besoins. Et je trouve ça dommage que la personne qui l'a accompagné pour la mise en accessibilité de son logement ne se soit pas rendu compte que sa chaudière bois, elle était à bout de souffle, que sa chaudière fioul il y a 25 ans, elle était juste catastrophique, et qu'il se retrouve à pas avoir... Il aurait pu faire plus de travaux. Il avait envie. On a bloqué. Il avait cette fibre environnementale pour dire, ah bah ouais, j'aurais bien isolé mon dernier pignon par l'extérieur, mais là, je peux pas. Et là, par exemple, j'interviens sur un territoire en PLRE, en plateforme. Ils ont une population très âgée. Et on est sur l'énergétique. Je n'arrête pas de leur dire, mais votre population, vous avez une grosse part de... Faites attention, vous allez faire des visites à domicile, mais regardez les besoins en accessibilité, en maintien à domicile. Voilà. Donc, je suis à la fois en phase, et à la fois j'ai une inquiétude, parce qu'avec l'obsession de la rénovation énergétique, j'ai peur que ce soit l'effet réverbère. On regarde l'énergétique là, et puis l'accessibilité. Alors que les problématiques d'adaptation du logement, au vieillissement de la population, la silver economy, tout ça... Puis on trouve une écoute chez la personne en ayant ces idées personne, aussi il a à des l'esprit. besoins globaux. Laurent Boiteux, sur cette remarque. Pour une fois, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Il faut jamais résoudre un problème en fonction des solutions à disposition, mais en fonction des problématiques. Les problématiques s'affrontent aujourd'hui entre la vision des techniciens, la vision des représentants et des particuliers, des gens, des particuliers. Il faut entendre les deux, à mon avis. Mais il y a un moyen, et là, je vais me permettre d'être un peu critique par rapport à ce qui se fait en France, pas qu'en Bourgogne, en France aujourd'hui. On a un thème par rapport à la nécessité des politiques de respecter les enjeux contemporains qui sont très très forts. Donc on parle de massification. Je suis pour cette démultiplication. Pour autant, on entend en même temps et on voit sur le terrain que cette massification à outrance pour tout le monde et de manière quasi industrialisée, elle n'est pas acceptable pour les gens. Elle n'est pas acceptable en l'état. Par contre, il y a peut-être un moyen qui serait très intéressant. Moi j'ai eu la chance d'être 14 ans patron. Ce que je sais de mes 14 ans de patron, c'est que quand j'avais un client qui était satisfait, je gagnais peut-être un nouveau client. Quand j'en ai un qui n'était pas satisfait, j'en perdais 10. Donc ce qu'il faut, c'est faire attention aux clients que nous avons. Et le client, il y a peut-être un endroit où on peut retrouver à la fois l'approche globale. La réponse à tout, c'est de travailler prioritairement sur la satisfaction finale et globale d'une massification maîtrisée, je dis bien maîtrisée, en ne touchant que les gens qui sont en mutation de logement dans un premier temps. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une transmission de patrimoine, à chaque fois qu'il y a une mutation, un déménagement, une acquisition, ma belle-mère qui meurt et je reprends son bâtiment et autres, là, je suis pas chez moi. Je me crée une vie. Donc tout ce potentiel-là, travailler là-dessus à fond et faire la boîte dans la boîte ou la boîte autour de la boîte, en tant que technicien, je tiens là-dessus pour augmenter le confort pour les gens derrière. Et une fois que j'ai lancé ça, j'aurais rassuré tous ces gens derrière qui sont en incertitude, et j'aurais pris peut-être 5 ans pour le faire, mais ce sera plus facile pour les artisans et pour tout le monde derrière d'aller ensuite chez les gens, parce qu'ils auront vu pour croire. Ils auront vu à ces Finalement, on retient une chose, c'est qu'il ne faut pas être uniquement technicien, il faut être opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire saisir les opportunités de travaux, de mutations, pour pouvoir inscrire ces travaux qui sinon peuvent être refusés tout simplement, parce qu'il y a rien de confortable à avoir 4 mois de travaux chez soi. Et ça correspond à votre point de vue, Bérénice Le Fur ? Il n'y a rien de confortable à avoir 4 mois de travaux chez soi, surtout quand ça ne répond pas à ce que disait monsieur,
à un besoin de la personne qui vit dans le logement. Écoutons les besoins des gens, répondons-y, enfin là je suis parfaitement en phase avec vous, répondons à la satisfaction du propriétaire, et là je pense qu'on pourra faire ses preuves. Moi je trouve que votre raisonnement, quand je dis qu'il faut toujours segmenter les choses, il faut arrêter de traiter... On est sur un marché de masse, quoi. On a 27 millions, enfin je sais pas quoi, 27 millions de résidences principales, je sais plus combien de propriétaires. Il faut segmenter les gens. Donc je pense qu'effectivement, si on veut faire du BBC Réno en une étape, il faut viser, comme vous le disiez, les logements en situation de mutation, pas occupés, etc. Après, peut-on laisser aujourd'hui des toitures, des réfections de toitures se faire sans pose d'isolant par l'extérieur? Là, je me tourne vers les techniciens. Et de partout. Aujourd'hui, ça c'est le résultat de l'étude Open, les occasions ratées d'amélioration de la performance énergétique, il y en a 620 000 en France. Peut-on continuer, avec tous nos discours, nos bonnes intentions, nos moyens financiers, parce que des moyens financiers il y en a, peut-on continuer à laisser faire ça? Non. Je pense qu'il faut une tête de pont, il faut segmenter à l'échelle du marché, il faut une tête de pont pour faire du passive house, par exemple, en situation de mutation, et puis il faut une voiture balai, qui, en mobilisant les professionnels du bâtiment, en faisant passer les messages, en chopant les gens qui sont en situation de travaux, d'éviter de remplacer des fenêtres par des fenêtres pas performantes, de faire des réfections de toiture. 40 ans, la prochaine rénovation de toiture. Il faut attendre 40 ans pour laisser ces réfections se faire sans pose d'isolant. Donc voilà, je pense que c'est... Didier Gagné, on ne vous a pas entendu. Je peux faire un petit commentaire là? Alors, très court parce qu'on n'a vraiment pas entendu Didier Gagné. Un petit commentaire très court, c'est que je suis bien sûr en totale cohérence. Il me semble qu'un des bons acteurs pour faire ça, c'est l'architecte. Le bon architecte, parce qu'il y a trop d'architectes qui n'ont pas encore fait la mutation culturelle dans leur tête et qui continuent à faire du comme avant. Mais je pense que la personne qui a la vision globale, qui a la capacité analytique, qui a la capacité d'écoute, et la capacité de chef d'orchestre, parce que c'est quand même un chef d'orchestre, hein, et n'oublions pas que le chef d'orchestre joue toujours moins bien du violon que le premier violon. Donc si cet architecte-là a cette perception-là de son rôle, je pense que c'est le bon acteur pour donner cette cohérence de vision de ce à quoi les gens aspirent. Oui, parce qu'il faut de l'opportunisme, mais il ne faut pas non plus proposer des solutions qui sont sans issue où on va être obligé de démonter 10 ans plus tard. C'est pas de cohérence. Didier Gagné, oui, vous avez été très patient. Vous êtes directeur de l'espace Info Énergie donc de Lyon. Et alors, à l'instant, Bérénice Le Fur disait finalement quand on analyse le système, qu'on est sur des travaux embarqués, la question de l'argent va pas être déterminante parce qu'on va avoir des aides. Finalement, ça reviendra grosso modo aux simples travaux d'embellissement. On va pas dire que c'est pas déterminant, mais c'est un surcoût, c'est pas un investissement brut. Ouais, donc en tout cas, c'est pas déterminant dans le choix, l'acceptation qu'ils vont avoir de faire c'est déterminant quand même, il y a quand même un surcoût, mais disons que ça va pas les bloquer pour aller au bout de la démarche. Par contre, vous me disiez, à la DIL, quand on nous appelle, le premier message, c'est à quelles aides j'ai droit, sans qu'a priori il y ait en face des idées de travaux bien précises. Ça commence la question. Oui, c'est effectivement un phénomène. Bon, là, je vais rien inventer. Hein, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que souvent cette remarque particulière et la montée en puissance la mise en place des prises, hein, puisque les espaces Infoénergie donnaient bien avant la mise en place des prises déjà les informations en particulier. C'était, en l'occurrence, voilà, c'est de constater que à travers les campagnes de communication, et on sait que c'est compliqué, d'autant que ça a été aussi rappelé ce matin, c'est pas stabilisé, ces campagnes et tous les dispositifs financiers changent régulièrement, donc c'est compliqué aussi pour les gens, mais c'est vrai que souvent la remarque c'est ça, c'est une question, j'ai entendu la campagne de communication à la télé, j'appelle le PRIS local et puis je lui dis voilà, est-ce que j'ai droit aux aides? Alors évidemment, il y a toute une procédure, on vérifie les plafonds de ressources, j'ai droit à telle aide de l'État ou pas. Et puis quand on est espace Infoénergie, et c'est le travail des conseillers, à savoir en termes de sensibilisation, de savoir un petit peu quel est le projet des particuliers, je sais pas encore. C'est-à-dire que voilà, on voit tout de suite que alors il y a certainement un effet positif, on le disait, de la massification, mais c'est aussi les limites du système, c'est que voilà, on part de l'aspect
financier dans un premier temps, mais on n'a encore pas du tout de réflexion à savoir voilà qu'est-ce que je vais faire. Donc vous voyez par rapport à tout ce qui a été dit, on a évidemment encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Avec une mauvaise connaissance de l'efficacité de la performance énergétique du logement, de la performance initiale. Oui, ça a été effectivement dit à plusieurs reprises dans la matinée. Dans les réflexions que je faisais par rapport à la question posée, je souhaitais aussi peut-être faire par rapport à la sensibilisation, l'information, une distinction. Monsieur Boiteau en a parlé, à savoir la situation des ménages qui sont dans le cadre d'une acquisition avec éventuellement des travaux, et on le voit bien qu'ils sont dans une réflexion de travaux globale, ça a été dit aussi, de recherche de confort. Donc c'est que la notion de rénovation énergétique n'est pas dans leur esprit, et c'est vrai que on voit bien qu'à travers les différents intervenants au cours du parcours d'accession à la propriété, il y a tout un travail aussi peut-être de sensibilisation. Moi, je pense des agents immobiliers qui vont effectivement fournir le DPE avec l'étiquette quand il y a une étiquette, parce que vous savez que souvent il y en a plus. Mais voilà, débrouille-toi avec ça. Alors c'est souvent le premier document que les particuliers ont entre les mains au moment de l'achat, qui va commencer à parler un peu, voilà, économie d'énergie, consommation énergétique. Voilà. Mais c'est sûr que ça nécessite après, voilà, ce travail de sensibilisation, d'information auprès des particuliers, et puis de distinguer cette approche un peu globale que les ménages ont pour avoir effectivement commencé à avoir cette réflexion sur la rénovation énergétique de la maison. Je pense que la situation des particuliers propriétaires, on l'a dit aussi, qui sont voilà, déjà depuis un certain temps propriétaires, on retrouve certains profils. On a évidemment les situations des gens pour lesquels c'est un choix personnel de rénovation. Et encore une fois, il s'agit de sensibiliser sur la rénovation un peu globale, en n'intégrant pas uniquement la dimension énergétique. Il y a, je le disais, les incitations financières et fiscales, les campagnes de communication qui font que les gens appellent. On a aussi des situations d'urgence. On voit, ça a été dit ce matin, à travers notamment les politiques de lutte contre l'habitat indigne, des tas de situations de propriétaires occupants qui sont dans le secteur très rural et qui sont confrontés à un moment donné à ce que la toiture se mette à fuir et puis on parle d'insalubrité, on parle de péril, et puis là se posent les questions à travers les comités de lutte contre l'habitat indigne qui existent dans chaque département. Qu'est-ce que l'on fait? Comment on est face à un propriétaire occupant, souvent de personnes âgées, donc il y a aussi les problématiques d'adaptation qui viennent se greffer. Mais là, on est dans l'urgence, où j'ai la chaudière qui vient de lâcher en plein milieu de l'hiver. Voilà. Est-ce que si je suis dans les plafonds de ressources, je vais peut-être avoir une aide de l'ANA, même si le gain énergétique est très faible? Si je suis pas dans les plafonds de ressources, voilà, je vais changer ma chaudière et puis voilà, je vais parer à l'urgence et puis on verra plus tard pour les autres travaux éventuels. Surtout que c'est une question qu'une personne âgée, évidemment, se projette pas très loin dans l'avenir et ne se pose pas tout de suite. Avec l'aspect anxiogène que Bérénice Le Fur soulignait et que vous retrouvez également, de la signature du devis, voilà. Qui choisir, oui. À un moment donné on signe, est-ce que c'est la bonne somme, est-ce que c'est le bon artisan, ouais. Et puis il y a la question du suivi des travaux quand on n'est pas qualifié. Oui, complètement, c'est le deuxième frein sur lequel, mais voilà, encore une fois, ça a été dit, c'est la complexité de la mise en œuvre des travaux aujourd'hui dans l'esprit des ménages, à travers, voilà, des conseils incomplets, voire contradictoires, ça a été dit. Le contenu des devis, voilà, et puis à travers ça toute cette notion également de relation avec les professionnels. Pourquoi on me demande 50% dans mon devis à la signature, pourquoi j'ai pas de délai en termes de durée de travaux. Donc voilà, ça a été dit aussi, il y a toutes ces problématiques que l'on voit apparaître et les questionnements que les gens peuvent avoir. Donc voilà, toute cette compréhension un peu juridique de ce relationnel que l'on aura aussi bien d'ailleurs avec le maître d'œuvre qu'avec les entreprises, et voilà toute cette petite ruche qui va, comme on le disait, pendant un certain nombre de mois intervenir sur le chantier. Didier Gagné, on a vu la myriade des acteurs face aux particuliers ou aux autres. Peut-être un mot sur le rôle des espaces info-énergie et comment est-ce qu'il y a des repositionnements à éventuellement adopter, bien que vous ne soyez pas maître de toutes les stratégies, mais, rappelez le rôle des espaces info-énergie, comment ça peut jouer en relation avec les différents acteurs
du domaine. Voilà, donc les espaces info-énergie, voilà, qui ont été effectivement relancés par l'ADEME en 2001, qui aujourd'hui couvrent l'intégralité du territoire national. Et voilà, je suis content effectivement d'entendre que Monsieur le particulier va rencontrer l'espace info-énergie. Je suis persuadé qu'il aura déjà une première information, notamment d'ordre technique, importante sur les choix qu'il aura effectivement à faire dans le cadre de son projet de rénovation. Et donc le rôle des espaces info-énergie, c'est effectivement un service public d'information gratuite, complètement indépendant, et à la question effectivement, Mme Le Fur le disait, à savoir question très traditionnelle auprès des espaces info-énergie, c'est qui la meilleure entreprise du coin pour faire de l'isolation de toiture. Bon, voilà, évidemment, l'indépendance et la neutralité du réseau nous interdit, et c'est un petit peu, voilà, c'est tout le fonctionnement du réseau qui serait évidemment mis en cause si on intervenait à ce niveau-là. Par contre, on a évidemment un travail de partenariat et qui va de toute façon être amené à se renforcer par le biais notamment de la mise en place des plateformes, puisque les espaces info-énergie vont être effectivement un acteur important du fonctionnement de ces plateformes avec les professionnels pour avoir ce lien nécessaire pour que ces projets puissent être effectivement menés à bien. Bérénice Le Fur, vous vouliez intervenir là, peut-être sur le point. Ouais, je voulais juste faire un petit complément. On voit qu'on est dans un secteur où il y a plein d'acteurs, d'initiatives et tout. Tout à l'heure, beaucoup de personnes étaient d'accord pour dire qu'il fallait de la mutualisation. Alors, je suis désolée, je propose de rajouter un acteur. Parce qu'on a beaucoup parlé de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'œuvre, force est de constater quand même que depuis le temps que je bosse sur le marché de la rénovation de l'habitat, j'entends toujours parler du problème de la maîtrise d'œuvre sur le marché de la rénovation des particuliers. Force est de constater qu'ils ont quand même pas vraiment trouvé leur modèle économique, en tout cas pas à grande échelle. Ce qu'on disait ce matin, effectivement. Tout à fait. Bon, c'est lié pour des raisons très concrètes, qui sont liées au coût de de l'assurance décennale. Je pense, et à mon avis, ça peut être une des fonctions remplies par les futures plateformes, que réfléchir, surtout pour les petits projets de travaux, parce que quand on est à 35 000 € de travaux, prendre un maître d'œuvre, d'accord, ça a du sens, d'accord, le maître d'œuvre, il trouve sa rentabilité, mais pour les plus petits projets de travaux, je pense que il faudrait peut-être que collectivement on s'interroge sur ce que pourrait être un assistant à maîtrise d'ouvrage vis-à-vis des particuliers. Ça, je pense que c'est peut-être ça sur les projets. Petits projets. C'est peut-être ça qui pourrait permettre d'être un petit peu ce tiers de confiance, etc. Qui permettrait aussi de faire le choix dans les entreprises, d'assister vraiment. Je pense que c'est une réflexion qu'il faudrait que. Alors on verra qu'il y a des collectivités cet après-midi qui jouent quasiment ce rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage, en tout cas qui accompagnent fortement les particuliers. On va bientôt marquer une pause avant de nous séparer. Oui, Didier Gagné, bien sûr. Et puis là, si vous avez 2-3 questions à poser avant qu'on se sépare, voilà. Très rapidement, je voudrais revenir sur quelque chose également qui a été un petit peu dit dans la matinée. L'une des actions des espaces info-énergie, c'est un système effectivement de visite de site. C'est organisé à travers tout le territoire. Et je trouve que justement la notion un petit peu, moi je parle de preuve par l'exemple, elle est importante. Quand on a son voisin qui a fait effectivement une rénovation, alors avec les complexités qui ont été dites, mais c'est toujours important effectivement là où quelqu'un de sa famille, là on va voir, on fait la visite, on a des explications, et là effectivement je trouve que c'est d'avoir des bilans après travaux et de sensibiliser, de montrer par l'exemple, c'est quelque chose qui va permettre effectivement de lever un petit peu les freins à la décision que les ménages peuvent prendre. Après avoir effectivement tous les discours un petit peu. Démontrer le confort, parce qu'on parlait de CO2, c'est vrai que c'est des arguments, mais enfin le confort quand même dans les maisons qui sont performantes énergétiquement, c'est quand même quelque chose. Ça n'a rien à voir avec une maison qui n'a pas eu la chance d'être traitée de cette façon. Il y avait des questions, madame, si vous voulez bien, ou des remarques, des témoignages. Une petite question, Noémie Gamba, je fais partie d'un des organismes, d'un des acteurs qui ont été cités. J'ai envie justement de pas dire de quel organisme, parce que le but c'est pas forcément de faire la promotion vraiment de l'acteur en lui-même, mais plus du fait qu'on est à disposition des particuliers pour leur répondre. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai relevé beaucoup de choses, relations, conception, écoute, etc., accompagnement. Moi, ma question, en fait, la réflexion qui m'est venue en écoutant tous les intervenants, c'est on oublie d'écouter les gens, on oublie la phase conception, la phase réflexion, mais moi c'est a-t-on le temps de les accompagner, ou dit de manière différente, c'est est-ce que l'on nous donne le temps d'accompagner les personnes. Moi c'est ma question, comme je l'ai dit, je fais partie d'un organisme, donc
je vois au quotidien des personnes. On leur parle, on leur explique les choses. Le problème, c'est que on a parlé de rénovation énergétique. Oui, mais attention, il ne faut pas oublier tout ce qui est accessibilité. On a parlé d'isolation de la maison, mais effectivement, qualité de l'air intérieur, quand vous allez peindre, quelle peinture vous allez utiliser. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps pour déjà donner la généralité, l'enjeu en général. Sachant que là, je parle même pas de technique. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que si on a une entrée énergétique, on va dire, ah oui, alors, quelle heure il est? Ok, donc en R toiture, vous mettez 7, en R mur, vous mettez 4. C'est pas possible. La dame à côté de moi, en aparté, me dit, moi je connais une personne âgée qui voulait des explications, clairement elle n'a rien compris. Je résume, hein. Mais c'est normal. C'est normal parce que le niveau des personnes qui nous appellent est extrêmement différent. On a le particulier. Je suis vraiment désolée, on va vous solliciter toute la journée. Mais avec, je pense déjà rien que le fait d'être venu aujourd'hui, avec une culture et puis une curiosité qui est déjà clairement très importante. Mais on a un certain nombre de personnes qui ne comprennent absolument rien, et pas parce que mais parce que c'est pas leur domaine. Et moi, dans d'autres domaines, je comprendrais absolument rien de ce qu'on me dit si on rentre de but en blanc dans de la technique. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça, c'est est-ce que en tant que conseil, donc qui qu'on soit, parce que maître d'œuvre c'est pareil, hein, il faut faire des devis, puis il faut avoir des factures au bout pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Je pense que est-ce que on va avoir le temps, est-ce qu'on va nous donner du temps pour accompagner, bien accompagner les particuliers? Bruno Georges en réaction, et pas pour donner du temps, parce que vous n'avez pas la capacité. Mais... Il y a deux questions dans ce que vous dites. Il y a l'histoire du temps et l'histoire de faire comprendre. Je vais commencer par faire comprendre, parce que comme c'est pas moi, ça sera plus facile. Je pense qu'il faut changer le comportement. Je vais vous conseiller de lire 2 bouquins. Il y a un truc qui s'appelle Patience dans l'azur, un truc comme ça, de Hubert Reeves, qui est un astronome, un astrophysicien, pardon, qui vous explique l'expansion de l'univers en comparant un clafoutis aux cerises. Mais c'est un mec qui est en train d'expliquer des données de physique de très très haut niveau, et un gosse de 5 ans comprend. Donc je pense qu'il faut pas essayer de faire passer sa culture par le même biais que le chemin par lequel on l'a acquis. Parce qu'autrement on va dire, écoutez ma brave dame, vous allez me faire 4 ans d'études supérieures et après on se revoit et ça ira bien. Ça marchera pas. Donc il faut penser au clafoutis aux cerises. Il y a une nana, une Allemande qui a 24 ans, qui vient de sortir un bouquin, Le charme discret de l'intestin, qui explique ce qui se passe de la bouche jusqu'à l'autre extrémité. C'est hallucinant. Elle parle d'une médecine de très très haut niveau, mais on comprend. Donc je pense pas que c'est une histoire de considérer que le grand public n'est pas capable de comprendre. Et c'est plusieurs millions d'exemplaires, je crois que c'est 2 millions d'exemplaires en Allemagne. Voilà, je vais être très iconoclaste. C'est un peu, vous êtes sûrement dans une situation dans laquelle nos élus, excusez-moi, je suis irrévérencieux, nous ont habitués à être, nos élus de droite, de gauche, d'extrême centre, nous ont tout le temps, et la télé aussi, et nos médias, considéré que les gens pouvaient pas comprendre. Donc moi, on m'a dit, des chargés de com d'élus, adressez-vous comme si vous adressiez des gamins de 10 ans. Ils peuvent pas comprendre plus. Quand on a ça dans la tête, c'est foutu. Donc n'importe qui peut comprendre des choses très sensibles, il suffit de comprendre par quel biais on leur explique. Et là, il y a peut-être sûrement du progrès, il y a à mon sens de la rupture. On a eu une intervention qui disait, mais vous êtes pas rendu compte de ça. Moi, dans cette intervention, il y a des trucs dont je m'étais pas rendu compte, parce que peut-être que j'avais jamais eu quelqu'un qui avait utilisé un vocabulaire, des formes de communication qui me connectait à des sciences sociales, à des sciences humaines. Donc moi, je suis un technicien, je pousse les wagonnets au fond de la mine, et peut-être que je sais pas comprendre ça. Bah si, je viens de comprendre. Donc je pense que c'est uniquement une histoire de gap culturel. Et puis sur la deuxième chose, le temps. De toute façon, il faut être clair, on ne nous donnera pas beaucoup plus d'argent, pas beaucoup plus de temps pour faire vachement mieux. C'est comme ça. Mais parce qu'on est tellement intelligent qu'on arrive à optimiser. Alors aujourd'hui,
C'est ça qui va pas. C'est qu'on essaie d'optimiser. Hein. Moi, je vais faire pareil d'ailleurs. Hein. Dans les minutes qui viennent, je vais aussi faire pareil. Je vais essayer d'optimiser le temps. Le Français moyen, il est à 2 tonnes de CO2 et il faudrait qu'il soit à 500. Donc l'effort, c'est 400%. On le fera pas en optimisant. Il faut être dans de la rupture. Et rupture, c'est faire autrement. Donc si on essaye d'optimiser le temps, eh bien on n'arrivera pas. Je suis d'accord. Par contre, on doit le faire parce que si on n'est pas capable de communiquer ce qu'il faut comme objectif, comme stratégie, de toute façon, ça sera raté. Donc effectivement, on n'aura pas passé de temps, mais ça sera raté. Le fait que c'est raté, c'est beaucoup plus grave. Donc je pense que c'est une histoire de rupture. Hein, il y a peut-être du travail à faire dans des logiques de fédération, de mutualisation, de formation collective ou de choses comme ça. Mais il faut faire autrement. Laurent Boiteux voulait réagir. Bérénice Le Fur, il y en avait plusieurs questions dans la salle. Je ne sais pas si on les prendra toutes. On recommencera peut-être l'après-midi d'ailleurs par des questions. Pour éviter les risques de pensée unique, comme je suis d'accord avec vos deux interventions, je vais dire exactement l'inverse aussi. C'est hyper important. Hier, je suis allé voir mon garagiste, il m'a parlé, j'ai rien compris à ce qu'il me disait. D'accord? Ensuite, je suis allé voir un chirurgien. J'ai encore moins compris ce qu'il me disait. Mais dans les deux cas, j'ai confiance en eux. Dans les deux cas, le mot confiance est apparu et je vais leur donner du pognon et de mon temps. Je vais leur donner non seulement ma bagnole, je vais leur donner mon gamin. La notion de confiance, quelle est la valeur de la profession en face, est aussi importante. Tant pis si on comprend pas le vocabulaire. J'ai confiance en mon chirurgien, en mon garagiste. Première chose. Et deuxième chose, ça c'est un cadeau que je vous fais à tous. C'est un cadeau qu'on m'a offert le 14 mai 1996 qui a changé ma vie. C'est un aborigène qui m'a dit cette phrase-là. Le seul temps que tu as gagné, c'est le temps que tu as à perdre. Voilà. Alors, ça va faire la pause de midi parce qu'il faut le temps que je... Il y avait quand même deux, trois questions. Bérénice Le Fur, vous avez parlé? Pas encore. Juste réagir à la question de madame que je trouve très intéressante. D'ailleurs, je crois avoir deviné de quel organisme elle est. Je vérifierai au déjeuner. Tu t'es fait. La question de pédagogie, elle me semble effectivement fondamentale. D'autant plus fondamentale que plus il y a de discours commerciaux, voire même étatiques, sur la rénovation énergétique, etc., plus les gens sont largués. Donc, je pense que pédagogie, effectivement, il faut beaucoup en faire sur des thèmes techniques, sur plein de sujets. Et là, je pense qu'il faut décloisonner, encore une fois de plus, et mettre en contact un peu les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines, parce que pour faire de la pédagogie, les gens de sciences humaines, c'est quand même pas mal. Je dis pas que... Mais bon, voilà, il faut les deux. Et quant à la question du temps, c'est un sujet extrêmement compliqué. Et là, je trouve que ça interroge aussi les pouvoirs publics et l'instabilité des systèmes publics, du message politique. Allez, tout d'un coup, on fait un PREH, rénovation énergétique. Allez, hop, habiter mieux, machin, on va mettre des objectifs. Allez, foncez les cocos, foncez. Bon... Voilà, je vois bien que quand même les opérateurs habitat, par exemple, ou les collectivités locales qui ont un programme opérationnel, pression des objectifs, pression. On est sur un enjeu de long terme, donc on va agir à long terme. Mais le problème, c'est que si on veut être efficace, il faut se donner un cap, et il faut s'y tenir. Si on change tous les 2 ans le crédit d'impôt, le patati, le patata, l'artisan du bâtiment, dont on dit souvent il est quand même pas doué avec l'administratif. C'est quand même un gars, quand il bosse en réno, tous les jours il jongle avec 3 taux de TVA. Je suis chef d'entreprise, hein. Donc je vois bien ce que c'est que de jongler avec 3 taux de TVA. Voilà, un cap et on s'y tient. Les particuliers qui font des projets de travaux, surtout quand ils sont un petit peu ambitieux, en moyenne le temps de maturation c'est 1 an et demi à 2 ans. Entre les gens commencent à avoir l'idée de « ce serait bien que je fasse ». Et le moment où je chigne de mes devis, ça y est, je commence les travaux, 1 an et demi, 2 ans. Donc effectivement, on s'inscrit dans une durée. Êtes-vous d'accord, vous me dites si ça coince parce que le sujet est chaud bouillant, est-ce qu'on est d'accord pour reprendre les questions, débuter l'après-midi avec les questions que vous aviez, pour marquer la pause, ça vous convient? Juste une question, monsieur, ça a l'air d'être rattaché à ce qu'on vient de dire, et puis on conclura. Bonjour, excusez-moi, Renaud Durand à l'Adréal. Vous appelez de vos vœux un décloisonnement entre les différents dispositifs, et je vous assure, côté État, on l'appelle aussi de nos vœux, on y travaille, c'est pas facile, on est d'accord. Mais par contre, l'idéal, ce serait par exemple que les plateformes de rénovation énergétique qui vont être lancées, elles soient coordonnées avec les dispositifs ANA, et on y travaille avec l'ADEME et la région. Mais sur l'ANA, je voudrais juste apporter quelques précisions, quand même, parce que j'entends beaucoup de contre-vérités. L'ANA, c'est un dispositif qui se concentre quand même sur les publics les plus modestes. Et ce que vous présentez, c'est quand même des dispositifs qui sont destinés à des publics un peu supérieurs. Donc, il y a 36 millions d'euros qui sont
sur les 3 dernières années qui sont déployés par l'ANA pour aider, alors pas qu'à la rénovation énergétique, mais pour une bonne partie à la rénovation énergétique de l'habitat en Bourgogne pour les publics les plus modestes. On peut faire mieux, et je pense à la fois en qualité et en quantité. Néanmoins, on fait déjà ça. Le point qui me semble vraiment important, c'est que j'ai bien entendu qu'il y avait nécessité d'un accompagnement. À l'ANA, il est fait, ça nous coûte cher, d'accord, mais on est prêt à consacrer ça. Alors il y a en gros, il faut compter entre 10 et 15% de l'enveloppe destinée qui sert uniquement à l'accompagnement de ces publics. Et c'est vraiment, à mon avis, le gage du succès. Par contre, le point qui me semble vraiment essentiel, je rejoins la notion de confort. Il faut vraiment que vous ayez en tête qu'une bonne partie des gens, la question n'est pas de rénover le logement, c'est juste de pouvoir chauffer une deuxième pièce. D'accord ? On est quand même sur ces situations-là le plus souvent. Ces personnes-là, si jamais on était sur d'autres dispositifs, elles seraient au bord de la route aujourd'hui. Donc même si l'ANA est largement perfectible, je pense qu'il est important de rappeler quand même qu'il y a des efforts qui sont faits à destination des plus modestes et que heureusement que c'est là, parce que sinon ces gens-là, je pense qu'ils n'auraient même pas accès aux dispositifs qui sont largement critiquables, les dispositifs fiscaux, puisque la plupart du temps, on est sur des ménages non imposables bien évidemment, mais en plus qui n'ont pas accès même à la plupart des aides, et qui, faut malheureusement le dire, ont encore la peur d'aller ouvrir la porte de l'espace info-énergie en pensant que malheureusement les solutions qui leur seront proposées sont des propositions qu'ils ne pourront pas se permettre. Voilà, juste un témoignage. Merci beaucoup pour cette précision et le rétablissement du rôle de l'ANA. Voilà, on recommencera le début d'après-midi si vous le voulez bien par quelques questions. On marque une pause.